Bonjour à tous, ici c'est le petit Filou, et j'aimerais vous expliquer dès aujourd'hui ce que veut donc dire cette phrase en apparence si simple « je pense donc je suis ». Quand j'étais à peine en terminale littéraire, ma tante me parlait très souvent de philosophie. Elle est elle aussi une véritable passionnée de cette discipline. Alors que je vais chez elle, je tombe devant sa bibliothèque sur un commentaire de Descartes, expliquant sa philosophie générale et entre autres le sens de cette phrase si fameuse « je pense donc je suis ». N'ayant pas eu le temps de lire le commentaire, je me suis fait un tas d'idées toutes faites sur cette phrase énigmatique. Je me disais « je pense donc je suis ». Tiens, est-ce que ça voudrait dire que ce que nous pensons nous définit, que nous sommes le résultat de nos pensées? Si je pense à voler une pomme dans un verger, serais-je quelqu'un de fondamentalement mauvais? Cette incompréhension de cette citation m'a tourmenté pendant des jours et des jours. Alors un drôle de projet m'est venu. Si je réfrénais absolument toutes mes pensées malicieuses, alors je deviendrais un modèle de vertu, un ange, un véritable architecte du bien. Ah, ne sont-elles pas touchantes les épopées intérieures de l'adolescence? Mais combien je me suis fourvoyé. Le fameux « je pense donc je suis » n'a vraiment rien à voir avec ce délire que je me suis construit. Ce n'est que très tard que j'en ai compris vraiment le sens, parce qu'en terminale, notre professeur nous l'avait enseigné de façon très sommaire. Alors voilà pourquoi je me suis dit que partager avec vous d'où venait le sens de cette formule si célèbre, et en même temps si mal comprise, avait son intérêt aujourd'hui. Êtes-vous prêt à en savoir plus sur cette phrase qui a chamboulé la pensée française, mais de façon plus générale la philosophie occidentale? J'imagine que oui. Alors restez encore un peu avec moi. Déjà, je vais vous dire quelques mots succincts et désordonnés sur Descartes. Descartes est avant toute chose une figure incontournable de la philosophie française. Avec Descartes, nous entrons de plein pied dans ce que nous appelons la philosophie moderne, où il revient à l'homme, et non plus le cosmos ou Dieu, de se prendre pour le centre depuis lequel penser et expliquer le monde. C'est vous dire que le cantonner à être un philosophe français est injuste et réducteur, tant il fera parler de lui dans toute l'Europe, tant dans l'admiration que dans la réprobation, en influençant très directement des penseurs comme Spinoza, Leibniz et un poil plus indirectement tous les autres. Il alla jusqu'à attirer en esprit des femmes mondaines comme Christine de Suède, qui voulait, séance tenante, qu'il se présente à elle à Stockholm pour lui donner des cours de sa philosophie, moyennant une promotion en tant que philosophe officiel de sa cour. Il dut, selon ses exigences, se lever très tôt le matin pour lui professer sa philosophie, rythme fatal puisqu'il mourra d'une pneumonie pour avoir attrapé froid. Descartes dispose d'un excellent niveau en mathématiques, cela grâce au collège où il a étudié. C'est un homme à l'intuition phénoménale pour avancer des théories nouvelles, mais qui abondait aussi en idées farfelues, comme sa théorie des animaux-machines. Une physique pleine d'erreurs et dont on a reproché le manque de rigueur. Un comble pour celui qui a fait germer le dénominatif cartésien. Il va néanmoins vouloir fonder la physique sur les mathématiques. Quoi de mieux en effet de bâtir une science sur des raisonnements certains? Mais les mathématiques sont-elles si sûres? Nous le verrons plus loin. Il va même s'avérer franchement polémique lorsqu'il affirmera que nous sommes comme maîtres et possesseurs de la nature. Le « comme » ici est important. Formule qui, selon des commentateurs pressés, inciterait à faire des hommes des exploitants de la nature. Nature perçue comme une réserve sans vie, mécanique, et donc dans laquelle piocher sans aucune culpabilité. C'est un homme très étonnant, qui passera son temps à séjourner entre la France et la Hollande, dans une recherche intranquille de tranquillité, qui aura même servi l'armée, et qui aura une fille qui mourra très vite avec sa servante et amie. C'est un garçon dont la famille est de petite noblesse. Il a notamment assez de moyens personnels pour s'adonner entièrement aux sciences, notamment à la physique et aux mathématiques, et à la philosophie. Il a fait sa scolarité au Collège royal de la Flèche, collège dirigé par des jésuites, des membres d'une congrégation catholique fondée en 1538, notamment par saint Ignace de Loyola. Ces derniers le laissaient tranquille toute la journée, comme il était de santé fragile. Descartes est connu entre autres pour se lever très tard, pour adorer les grasses matinées, et il ne s'en cache pas. Il se servira de ses permissions pour penser. Toutefois, et assez ironiquement, la Flèche lui donnera une telle liberté de penser qu'il s'en servira pour critiquer son enseignement, qu'il jugeait trop dogmatique, et je veux dire par là trop rigide, borné,
fermé sur lui-même. En termes de philosophie, cette école reprenait ce qu'on appelle la scolastique, c'est-à-dire cette philosophie basée sur la doctrine d'Aristote pour essayer de comprendre et d'expliquer la religion chrétienne à la lumière de la raison. Descartes est avant tout connu pour ça, sa volonté de se détacher de l'enseignement de ses maîtres, lourd héritage qui a duré des centaines et des centaines d'années. Il voit bien par le raisonnement qu'on peut remettre en question plein de savoirs supposés acquis, vérifiés, incontestables, et il va éprouver à ce moment-là un certain malaise en se demandant quelle est la qualité réelle des bases, la connaissance, le savoir dont je me sers pour réfléchir. Si l'une d'entre elles s'avère fausse, alors cela sape avec elle tout un tas de connaissances. C'est une prise de conscience terrible, qui peut mener au désespoir. Imaginez un instant que bien des choses que vous avez apprises s'avèrent irréfutablement fausses. N'auriez-vous pas le sentiment qu'un vide sans fin s'ouvre à vos pieds, ou le sentiment d'une profonde trahison, que ce soit de vous-même ou de vos influences ? C'est de cette insatisfaction que Descartes va se lancer dans un projet abyssal, extrêmement courageux. Beaucoup et lui-même, en premier lieu, vont prendre ça comme une entreprise complètement folle. Ce projet, c'est celui de douter de tout, d'absolument tout. Mais vous me direz, douter de tout, voilà quelque chose qui peut s'avérer futile au bout d'un moment. Quand on doute de tout, que reste-t-il ? Est-ce bien constructif, dans la mesure où le doute perpétuel amène à la méfiance, la paranoïa ? Est-ce que cette attitude ne va pas avoir tendance à nous isoler des autres et du monde ? Au bout du tunnel si longuement creusé par le doute, n'y a-t-il pas le risque à courir de la perdition, du désespoir, de la folie d'une nuit sans fin ? Descartes peut vite nous effrayer à partir de là. Mais voilà, il va vouloir trouver une lumière au bout de ce tunnel interminable. Quelque chose comme une fondation sûre sur laquelle se poser, quelque temps, entre deux déchaînements d'orage, une certitude. Oui, Descartes n'est pas ce philosophe dont le but est de douter pour douter, comme l'ont fait jadis les sceptiques. Cette école datant de l'Antiquité grecque, incitant à douter de tout. Son véritable but est en sens contraire en réalité. Il se sert de la doctrine et de la démarche des sceptiques pour mieux la contrecarrer, la contrebalancer, ce qui est incroyable. Le but est d'aboutir à une certitude, je vous disais. Mais comment va-t-il faire ? En doutant, jusqu'à ce que quelque chose résiste, que quelque chose refuse d'être l'objet du doute, dans cette seule et unique certitude, et tout ce qu'elle entraînera sera, précisément, indubitable. Descartes ne va pas douter comme ça, présenter chaque pensée qui lui vient au crible du temps. Il va s'y prendre avec méthode, avec organisation. Il va tout d'abord admettre que douter comme cela, de façon radicale, hyperbolique selon lui, s'apparente au raisonnement des fous. En effet, douter de son corps, d'avoir des pieds, des mains, aller jusque-là, n'est-ce pas devenir fou ? Après avoir admis l'inquiétante parenté entre le philosophe et le fou, en ceci que tous deux n'hésitent pas à recourir à des démarches radicales de pensée, Descartes va nous dire en substance que nous ne sommes pas si éloignés que ça des fous, en ceci que nous sommes un peu fous lorsque nous rêvons. Je pense que chacun d'entre nous a parfois eu l'impression de délirer, à l'occasion de nombreuses nuits, en faisant des rêves alambiqués, grotesques, terrifiants parfois. Qu'est-ce qui nous retient d'affirmer que nous ne rêverions pas, au sein même de la réalité ? Ne vous est-il pas arrivé de penser que vous viviez dans la réalité et de constater qu'au réveil, vous étiez alors en plein rêve, d'en être déçu ou alors incroyablement rassuré ? En continuant sa démarche de doute radical envers toute chose, Descartes s'adresse une objection à propos de cet argument. Quand nous rêvons, nous nous appuyons bien sur quelque chose, sur des détails d'une existence qu'on a réellement éprouvée. Nous rêvons souvent de certains proches, de souvenirs, bien que tout soit distordu. Si je rêve d'une chimère, dit Descartes, c'est-à-dire une créature composée, celle-ci semble bien avoir des yeux, un corps, des mains. On parle d'éléments adventices, c'est-à-dire des éléments empruntés à la réalité, venus de notre expérience du monde. Il va aller encore plus loin. Même lorsque je rêve, 2 et 2 font toujours 4. La ligne droite reste encore le chemin le plus court d'un point à un autre. Par conséquent, les vérités mathématiques sont vraies partout. Et l'argument du rêve ne suffit donc plus. Nous ne sommes pas en train de rêver. Quelque chose résiste, comme les mathématiques. Les éléments empruntés à la réalité au sein du rêve nous le confirment aussi. Encore ici, le doute résiste. Rien ne semble l'arrêter.
Notre existence n'a pas encore pu être confirmée pour de bon. Elle n'a pas été infirmée par le rêve, mais elle n'a pas été non plus établie. Il reste encore tant de choses qui semblent se mettre sur notre route. Par exemple, il pourrait très bien y avoir une puissance supérieure, qui nous surplombe, à nous pauvres mortels, un dieu trompeur, pas nécessairement malfaisant, mais qui pourrait nous tromper pour notre propre bien. Un dieu compatissant, qui illusionne les hommes, non pas tant pour les duper et les flouer, bien au contraire, mais pour les protéger, nous éviter de commettre le mal aussi. C'est en tout cas une hypothèse formulée par beaucoup de théologiens de l'époque. Il va jusqu'à la suite de cette hypothèse en faire une autre, qui est très similaire mais pas identique, celle d'un malin génie, qui manipulerait nos pensées, une sorte d'esprit tout-puissant, qui nous ferait croire que 2 et 2 font 4, alors que cela ferait peut-être 5 en réalité. Dans ce cas-là, même les certitudes mathématiques, qui ont vaillamment résisté à l'hypothèse du rêve, volent en éclats. Quelque chose de terrible s'annonce ici. Le doute semble tout emporter comme un rouleau compresseur. Comme si le doute et le désespoir n'étaient qu'une seule et même chose. Le philosophe, tourmenté au plus profond de lui-même par ce constat, doit-il s'arrêter là? Donner raison au plus classique des sceptiques? L'accession à la vérité serait dans ces conditions inatteignable. Qu'est-ce que serait un monde sans vérité? Plus d'ordre, plus de repères, imaginez. Le chaos ne serait plus très loin. Mais doit-on bien s'arrêter là? Reprenons. Un malin génie pourrait très bien se payer notre tête, nous disions. Mais regardez, le malin génie a beau me manipuler, rendre tous mes jugements faux les uns après les autres, il y a quelque chose qui tient bon, quelque chose de tangible enfin, quelque chose d'indubitable. Ce quelque chose, c'est un élément qui va renouveler à jamais la philosophie, qui va la remodeler, qui va la moderniser. Depuis Descartes, il y a un avant et un après, simplement par cette découverte. Nous passons très subitement d'un monde où c'est une puissance complètement extérieure à nous qui dirige et oriente le fonctionnement du monde, je veux dire par là Dieu depuis des centaines d'années, à un monde centralisé sur l'homme, le sujet, où le monde est avant tout un monde fonctionnant et étant perçu par lui. Un ordre revient, mais il n'est plus perçu selon la même perspective. Le sujet, c'est-à-dire celui qui pense, qui agit, qui rêve, qui médite, etc., est non seulement sauvé, mais il existe réellement pour la première fois. Cette formule qui donc résiste au doute suprême, qui a surmonté toutes les étapes précédentes, celle du désespoir dans la folie, celle du rêve, du Dieu bienveillant trompeur, ou encore du malin génie, c'est que je pense, que j'ai beau douter que j'existe, je suis, et rien ne changera cela. Même si mes sens me font douter, que je pense être une illusion, il n'en reste pas moins qu'il a fallu une chose qui pense pour faire exister tous ces doutes. Derrière les filouteries du malin génie, il faut bien qu'il ait sélectionné quelqu'un, une personne, un sujet à tromper. D'où le je pense donc je suis. Une formule si simple qui comporte pourtant une histoire incroyable derrière elle. Mais ne remarquez-vous pas une légère contradiction dans cette formulation? Réfléchissons ensemble. Comment se fait-il qu'il y ait un donc entre le je pense et le je suis? Le donc n'est-il pas une conjonction qui vise à opérer une déduction? Que vient faire une déduction alors que précisément les mathématiques et la logique avaient été mises en doute? N'est-ce pas une formule fausse? Descartes s'est-il laissé avoir et le complet revirement de notre histoire intellectuelle reposerait sur de la paille? Eh bien non. Bien que la formule « je pense donc je suis » cogito ergo sum en latin soit parue dans son discours de la méthode en 1637, dans ses méditations métaphysiques 4 ans plus tard, il trouvera une formule plus simple mais plus juste. Je suis, j'existe. Ainsi le donc, qui était un véritable problème de cohérence intellectuelle par rapport à cette radicalité du doute, a sauté ici. Dans ce je suis, j'existe, il ne s'agit plus tant d'un raisonnement que d'une certaine évidence, d'une intuition, une pensée qui me vient immédiatement et dont je peux dire à chaque fois que je me la dis à moi-même qu'elle est vraie, certaine. C'est à partir de là que Descartes va pouvoir bâtir son édifice, qu'il concevra sous la forme d'un arbre qui se décompose en racines, représentées par la métaphysique, racines sans lesquelles rien ne peut germer ni advenir, et qui vont se ramifier en un tronc, la physique, pour aboutir à 3 branches que sont la mécanique, la morale et la médecine. Grâce au cogito, au je pense donc je suis, ce socle sûr, il va pouvoir fonder et donner la pleine légitimité à toutes les sciences. Mais voilà, n'oubliez pas que même si cette phrase est passée à la postérité,
elle n'en est pas moins fausse. Descartes le reconnaît lui-même. Elle témoigne de nos réflexes de pensée, de nos habitudes, qui souvent l'emportent alors que nous voulons à tout prix nous en éloigner. Il n'en reste pas moins qu'elle a plus de panache que le simple « je suis, j'existe », qu'elle frappe donc plus l'esprit et s'avère ainsi plus séduisante. C'est cela qu'on peut en retirer. Parfois la vérité est bien peu séduisante, et la maquille quelque peu la rend soutenable, regardable dans les yeux, sans trop de crainte. Quoi qu'il en soit, cette découverte aura des conséquences phénoménales sur notre histoire. Qui pourrait penser bien nativement que la philosophie est un colloque privé de gens claquemurés et échangeant des pensées abstraites sans conséquence. Descartes notamment, par cette expression du doute radical, va avoir le courage d'opérer une véritable table rase de tout le savoir précédemment acquis. Table rase, cela ne vous évoque-t-il rien ? Quels événements dans l'histoire se sont inspirés de ce dispositif de pensée, aux conséquences concrètes innombrables ? La Révolution française sera en grande partie la concrétisation de cette table rase, en suspendant radicalement les privilèges, les hiérarchies passées jugées factices, contingentes, arbitraires. La table rase, cette sorte de destruction du classicisme du savoir pour laisser germer un nouveau terreau, n'est-ce pas aussi quelque chose qui inspirera profondément l'art, comme les courants d'avant-garde qui avaient sans cesse le souci de rompre avec les schémas passés ? Ce ne sont que des exemples. Je suis convaincu que vous aussi, vous en avez, et j'espère de mon côté vous avoir convaincu de la portée abyssale de cette formule, en apparence si simple, je pense donc je suis. Je vous remercie pour votre écoute, et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.